pour la réalisation de cette série des rencontres. Ce matin, la présentation aura lieu en français. Alors, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles s'est faite cette diffusion fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Mon nom est Alessandra Devosky. Je siège au Conseil exécutif d'Alternative, une organisation de solidarité internationale située à Montréal. Alternative a été fondée en 1994 avec la mission de contribuer à la construction d'un monde plus juste où prévaut la justice sociale et les droits autant politiques, sociaux, culturels qu'économiques et environnementaux. Évidemment, je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup pourquoi nous avons trouvé important quand même d'organiser ces programmes de webinaires sur les États-Unis pendant la campagne électorale, tellement ces élections seront déterminantes pour la suite des choses, tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Et comme on l'a vu jusqu'ici, cette campagne électorale nécessitera de nous surprendre. Donc, ayant près de 10 ans que le taux de croissance de la Chine décroît désormais chaque année pour arriver à son point le plus bas depuis 27 ans, lors du dernier trimestre de 2019, plafonnant à 6%, c'est une situation qui nous fait quand même nous poser certaines questions. Donc, comment comprendre cet affaiblissement général et comment, surtout la Chine, compte-t-elle rebondir auprès de son partenaire, adversaire, les États-Unis? La guerre commerciale et ses rebondissements, compte tenu de l'épidémie du coronavirus, risquent d'aggraver quand même les ralentissements économiques. La Chine a connu en 2019 sa plus faible croissance depuis près de 30 ans. La richesse du pays augmente désormais de 6% contre une moyenne de 9% jusqu'ici. 4 décennies après la libération voulue par Deng Xiaoping, le modèle économique de la Chine se transforme, mais les rêves promus par Xi Jinping semblent s'éloigner. La puissance chinoise s'essouffle et son expansion à travers le monde a reçu quelques coups. Si nous regardons les relations entre les États-Unis et la Chine, nous constatons que ces relations ne cessent de s'étendre. Évidemment, la conjoncture y contribue. Donald Trump est en campagne électorale, donc ça donne quand même quelques couleurs. Et cela nous fait penser jusqu'où cette tension peut-elle dégénérer. On pourrait quand même parler aussi de toutes les tensions sino-américaines, les rivalités qui existent avec les phrases assez connues de Donald Trump à l'égard de l'America First et aussi Xi Jinping au pouvoir accru à la poursuite de la renaissance chinoise ont tous les deux le même objectif, Trump et j'imagine Jinping, de quand même rétablir pour leur pays une prééminence politique égale à l'image qui s'effondre de leur puissance. Alors, j'aimerais quand même présenter un peu les sujets, mais c'est sûr, les véritables dialogues, ça va se faire maintenant. Donc, j'aimerais quand même présenter nos deux invités ce matin. Nous sommes effectivement très, très fiers de vous accueillir ce matin. Alors, j'aimerais vous présenter Guy Taillefer. Il est arrivé en journalisme dans les années 1980. Après des études en littérature, il a d'abord travaillé à la radio de Radio-Canada avant de passer quelques années à la presse canadienne, où il a notamment œuvré à titre de correspondant parlementaire sous Brian Mulroney. Au devoir, depuis 1992, il a porté plusieurs chapeaux après avoir été correspondant au Mexique de 2000 à 2001 et en Inde de 2009 à 2014. Il est présentement éditorialiste à la section internationale. Donc, j'aimerais aussi présenter ce matin notre chère invitée, Mme Martine Villard. Elle est journaliste française, économiste et écrivaine. Elle a été rédactrice en chef à l'Humanité Dimanche et est actuellement rédactrice en chef adjointe au Monde diplomatique. Elle est l'autrice de Chine, Inde, la course du dragon et de l'éléphant, publié chez Fayard en 2008, et a coécrit L'Occident malade de l'Occident avec Jack Dion, désolée, j'allais quand même encore une fois donner des accents. Ah oui, ça nous rattrape toujours. Donc, Jack Dion, Fayard en 2009.
Une période de questions est prévue, bien évidemment, après la présentation. Et vous pouvez utiliser le chat dans les Zooms, dans la partie inférieure de votre écran. Et Facebook, vous pouvez aussi utiliser la plateforme Facebook pour envoyer vos questions en anglais ou en français et nous les communiquerons à l'animateur, Monsieur Guy Taillefer. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je suis vraiment contente de pouvoir être ici parmi vous. Donc, bon webinaire. Merci. Merci. Alors attaquons. Vaste sujet. Mais bon, avant de... Bonjour madame, bonjour Martine, bonjour tout le monde. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la réorganisation du monde à laquelle on assiste avec l'ascendance de la Chine donc, face aux États-Unis, accélérée sans doute par la présence de M. Trump, on pourrait peut-être revenir un moment sur l'histoire un peu plus longue de ces relations-là, dont un des points marquants a été évidemment la visite de Nixon, de Richard Nixon, président américain, en 1972 en Chine. Quelle a été la préhistoire de cette normalisation de ces relations-là et quels en étaient les ressorts géopolitiques? Alors, c'est une longue histoire, l'histoire oui. de la Chine, de la civilisation et des États-Unis. Je ne vais pas remonter à la nuit des temps, rassurez-vous, je ne vais pas remonter très loin. Simplement, je voudrais remonter à la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a été toujours, les relations entre les États-Unis et la Chine ont toujours été des périodes avec une entente formidable et des périodes avec des confrontations. Le premier choc entre les États-Unis et la Chine a été la guerre de Corée en 1950 et 1952. Je signale parce que ça a marqué les esprits, et en Chine, et surtout ça a marqué les esprits aux États-Unis, chez les Américains, puisque, sans rentrer dans les détails, mais quand même, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Japonais ont été battus et mis hors de la péninsule coréenne, l'Union soviétique et les États-Unis se sont partagés la Corée, en quelque sorte, pour aller très très vite. En juin 50, la partie nord qui était liée aux soviétiques est descendue jusqu'au sud. La coalition emmenée par les Américains ont repoussé les troupes du nord vers la frontière chinoise et ça a poussé, inutile de dire que Mao Zedong n'était pas prêt à voir des troupes américaines juste au bord de sa frontière. Donc il est rentré en guerre et effectivement il a refait descendre, si je puis dire, les troupes américaines de la coalition américaine au niveau du 38e parallèle. Ça a été une guerre pour rien, mais une guerre néanmoins très, 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 très meurtrière. Et chacun en a conçu quand même quelques ressentiments vis-à-vis de l'autre. Il y a eu aussi quelques escarmouches aussi autour de Taïwan, avec les îles Quemoy, du côté de Taïwan. Il y a eu quelques morts américains, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Et donc, tout ça pour dire que ça a été une période de confrontation qui s'est terminée, cette période-là, en 1971, quand la Chine a été reconnue par l'ONU et quand les États-Unis se sont enfin décidés à reconnaître la République populaire de Chine. La France, par exemple, la France du général de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine dès 1964. Donc, c'est bien longtemps après que les Américains décident de se dire que quand même, il y a un pays qui est là, qui existe, qui s'appelle la République populaire de Chine et qu'il va falloir travailler avec elle. Pourquoi 71-72 ? Tout simplement parce qu'à cette époque, les États-Unis sont en pleine guerre froide et surtout en pleine guerre du Vietnam. Et donc est en grande confrontation avec l'Union soviétique. Or, la Chine a rompu depuis une dizaine d'années avec l'Union soviétique. Ils ont même eu des accrochages dans les début des années 60. Donc, Nixon a appliqué ce vieux proverbe qui fait que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. La Chine étant l'ennemi de l'Union soviétique, qui était l'ennemi des États-Unis, la Chine pouvait devenir effectivement une amie. D'autant plus qu'elle avait quand même un pied ou un demi-pied
quelques doigts de pied dans la guerre du Vietnam, au Vietnam, et que les Américains et Nixon comptaient sur les Chinois pour intercéder un peu auprès du Vietnam pour essayer de sortir de ce bourbier vietnamien. Et puis accessoirement, vendre quelques appareils militaires, quelques moyens de défense. Parce que dès cette époque-là, bon, il y avait des intérêts géopolitiques, l'intérêt d'une ouverture, l'idée d'une ouverture démocratique de la Chine ne faisait pas partie des calculs, contrairement à ce que dit aujourd'hui, ce que prétend aujourd'hui Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. J'imagine qu'à l'époque aussi, il y avait déjà le désir de mettre un pied dans le marché chinois, ou non? Oui, encore qu'en 72, on est encore sur la période Mao, il y a quand même une chape de plomb, hein. On est encore on est sorti de la guerre, on est sorti de la révolution culturelle chinoise, mais on est quand même encore dans une chape de plomb, hein. Ce n'est qu'en 79, après la mort de Mao, qu'il y aura une ouverture, hein, de la Chine. Non, je pense que là, vraiment, chez Nixon, c'est la volonté d'avoir un contrepoids important aux frontières de l'Union soviétique et d'avoir avec lui un gros poids, hein, qui est naturellement la Chine. Je crois que c'est la principale motivation. Il reste que Pompeo explique aujourd'hui que Nixon aurait dit qu'en traitant avec le Parti communiste chinois, il risquait d'engendrer un Frankenstein. Et Pompeo dit, ben ça y est, le Frankenstein, on l'a, hein, c'est la Chine communiste. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier dans les archives pour voir s'il avait effectivement dit ça, mais c'est tout à fait possible. Ce qui est vrai, c'est qu'après cette période de 72, les continuateurs, les autres présidents ont vu dans la Chine un énorme marché économique quand la Chine s'est un peu ouverte, hein, et les Américains ont facilité l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui a permis un grand boom des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, et surtout qui ont permis ouvert un énorme marché aux produits américains. Et ils pensaient effectivement, comme les Américains étaient quand même beaucoup plus développés technologiquement, ils pensaient vraiment qu'ils inonderaient le marché chinois des produits américains, et deux, que le système capitaliste adopté de fait par les Chinois entraînerait une démocratisation du régime. Et donc là-dessus, sur ces deux espoirs-là, ils ont eu tout faux. Ils ont eu tout faux parce que d'abord, le capitalisme n'engendre pas forcément la démocratie. On l'a vu, il n'y a que les capitalistes pour penser ou pour dire haut et fort que capitalisme rime avec démocratie. On sait bien qu'on a connu des dictatures qui étaient capitalistes, hein, je sais pas, le Chili, la Corée du Sud à une période, etc. Donc, il n'y a pas d'automatisme entre la loi du marché et puis l'ouverture démocratique, évidemment. Hein. Et il y a eu sur le plan économique, ils ont erré aussi dans la mesure où la puissance économique chinoise s'est développée au détriment des États-Unis à partir de ce moment-là. Oui, enfin, ce qui est vrai, c'est que l'ouverture de la Chine, quand la Chine s'ouvre en 1979, après la mort de Mao Zedong, avec donc Deng Xiaoping qui décide d'ouvrir le marché, la Chine, elle n'a pas de capitaux, elle n'a pas de technologie, elle a une seule chose, c'est sa main-d'œuvre, qui est une main-d'œuvre formée, qui sait lire et écrire. C'est un des aspects positifs du maoïsme, si je puis dire, c'est qu'on a une population qui est globalement en bonne santé et qui sait lire et écrire déjà à cette époque-là à 60-70%, ce qui est tout à fait considérable. Donc la Chine se dit, la Chine regarde autour d'elle et voit comme modèle le modèle de la Corée du Sud, le modèle du Japon, le modèle de Singapour. On fait venir les capitaux étrangers, et les capitaux étrangers développent le pays. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Chine dès l'ouverture de 78-79.
c'est de faire appel aux capitaux étrangers, aux technologies étrangères. À la différence près, c'est que des pays comme Singapour, les fameux dragons, comme on les appelait dans les années 80-90, la Chine exige que les capitaux s'investissent sur son propre territoire et n'accepte de travailler avec les capitaux étrangers que s'il y a des co-entreprises. C'est comme ça qu'elle va développer l'industrie de l'automobile, enfin, etc., etc. C'est-à-dire que ça s'est fait au détriment des États-Unis, mais ce sont les grands groupes américains qui ont choisi d'investir en Chine. On est dans une période technologiquement où c'est possible avec l'invention des conteneurs, etc., qui peuvent se développer par mer, une technologie d'Internet qui permet de commander, de vérifier la production presque en flux réel, des États-Unis en Chine, et on est dans une période de libéralisme intensif, pour ne pas dire autre chose, dans les pays capitalistes développés, où on fait pression sur les salaires. La Chine représente un atout pour les grands groupes absolument extraordinaire. Elle a une main-d'œuvre, elle est peu payée, elle est disciplinée, elle ne revendique pas. C'est le jackpot, si je puis dire. Et c'est-à-dire qu'on peut toujours dire que c'est la Chine qui a pris les emplois industriels en Occident et notamment aux États-Unis, mais on peut aussi dire que les grands groupes capitalistes de ces pays ont utilisé les atouts chinois pour faire de l'argent et transférer leurs industries, les industries en Chine. Alors, on peut toujours se dire que les Chinois auraient pu mettre un coup d'arrêt à ça, mais eux ont vu leurs propres intérêts. Et de fait, leurs intérêts à eux, à cette époque-là, étaient effectivement de s'attirer les entreprises. Et de fil en aiguille, d'où la guerre économique commerciale actuelle. Absolument. Et puis, d'autant plus que Trump, naturellement, il met en avant la Rust Belt, comme on dit, il met en avant la perte des emplois industriels aux États-Unis, qui est réelle et qui conduit à des réactions, on va dire, populistes. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas à des réactions, à une volonté de défendre simplement son niveau de vie quand on est un ouvrier américain qui se retrouve licencié ou sans emploi dans cette partie, dans la vieille industrie américaine. Mais en vérité, c'est d'abord et avant tout les grands groupes qui sont en cause, les grands groupes américains qui sont en cause. Même encore aujourd'hui, où les Chinois ont quand même conquis une certaine indépendance technologique et de production, 40% des exportations dites chinoises, c'est-à-dire qui viennent du territoire chinois, sont le fait d'entreprises occidentales. On prend toujours l'exemple de l'iPhone. Alors, depuis le temps qu'on a étudié l'iPhone, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, peut-être que ça a changé depuis, mais on prend cet exemple de l'iPhone où, en gros, c'est les Chinois, les iPhones sont importés de Chine, c'est incontestable, par Apple, ça c'est incontestable, donc ça compte dans la balance commerciale, mais en même temps, la valeur ajoutée qui revient en Chine, qui reste en Chine, est de l'ordre de 3%. La valeur ajoutée qui vient aux États-Unis est de 28%. C'est-à-dire que je prends cet exemple pour montrer que les responsabilités sont d'abord et avant tout dans ce mode libéral de mondialisation qui fait que que les pays s'occupent, enfin les pays, la Chine c'est essayer de défendre ses intérêts et les Américains non seulement n'ont pas défendu les intérêts, mais les grands groupes, eux, en ont vu un intérêt, une source de profit considérable, évidemment. Je reviens sur, après la visite de M. Nixon, donc en 1972, la normalisation, il y a eu dans l'histoire le grand choc du massacre de Tiananmen. Et jusque-là, il y avait encore à l'époque, c'est l'idée, comme on le disait à l'instant, le capitalisme débouchera sur la démocratisation, mais bon, avec Tiananmen, grand choc à l'échelle planétaire autour de cet événement, mise à mal de cette idée, de cette illusion que l'ouverture économique déboucherait sur une libéralisation politique.
il me semble aussi une illusion qui est encore vaguement entretenue. Je ne sais pas ce que vous situez cet événement-là dans le long cours de l'histoire et quel impact a eu à long terme cet événement sur les relations mondiales, internationales. Alors, ça a eu un gros impact. D'abord, Tiananmen, on a souvent, je voudrais juste cette petite précision, parce qu'on a souvent, on le présente souvent, ces événements, ces massacres et ces événements de Tiananmen, comme un moment clé de demande de démocratie de la part notamment des étudiants chinois, ce qui est tout à fait vrai, hein, incontestablement, mais c'était aussi la première grande grève sociale à l'intérieur de la Chine. C'est un aspect qu'on évacue assez souvent, mais il y avait sur la place Tiananmen un certain nombre de salariés, de syndiqués notamment, et qui réclamaient des augmentations de salaire avec, si vous voulez, le début de l'ouverture qui a eu lieu en 79, hein, à peu près. Il y a eu des restructurations, il y a eu des gens mis au chômage, des salaires bloqués, etc. Et donc, une partie de la population s'est retrouvée en 1989 beaucoup plus pauvre qu'elle ne l'était avant l'ouverture. Et donc, il y avait une dimension sociale comme ça qu'il ne faut pas oublier, parce que d'abord, une partie des dissidents de cette époque sont très actifs maintenant, notamment à Hong Kong avec le China Labour Bulletin, où ils jouent un très grand rôle, et puis surtout parce que ça montrait que cette voie prise par la Chine était aussi une voie très mauvaise pour les salariés chinois à l'origine. Bref, tout ça pour dire que ces événements ont été extrêmement importants. Il y a eu blocage, comme vous le savez, et arrêt des importations, un mouvement de boycott assez fort en 89 vis-à-vis de la Chine. Il y en a encore aujourd'hui, puisque par exemple les technologies duales, comme on dit, c'est-à-dire qui peuvent servir à l'armement, sont toujours bloquées. L'Europe ne vend pas d'armes théoriquement. Je dis bien théoriquement parce que c'est plus compliqué. On sait bien comment contourner les lois, mais théoriquement, l'Europe ne vend pas d'armes en Chine et c'est lié vraiment au boycott mis en place en 89. Cela dit, le gouvernement chinois a réagi avec un retour de Deng Xiaoping 2 ans plus tard en 91. Et en 91, Deng Xiaoping a à nouveau ouvert le pays. Il a permis aux intellectuels, il a été très très fin. Enfin, on a eu un parti communiste chinois assez finot, si je puis dire. Au lieu de se replier, il a permis à une partie des élites de sortir, d'aller faire des conférences à l'étranger, de se former, notamment aux États-Unis. Et puis s'est mise en place, comme ça, toute une politique d'ouverture à l'extérieur, entraînant une grande partie des élites avec le pouvoir. Et il n'est pas faux de dire que ces élites-là, en gros, elles ont troqué le développement personnel, l'enrichissement personnel, le développement de leurs enfants, etc., et la capacité à bouger dans le pays et à l'extérieur contre la politique laissée au Parti communiste chinois. C'est-à-dire une espèce de contrat social qui s'est fait, qui a permis, c'est-à-dire que ce n'est pas la démocratie, évidemment, il n'y a pas le droit de vote. Je voudrais quand même signaler que la plupart des intellectuels et des élites chinoises, pour l'instant, ne revendiquent pas et ne sont pas pour le droit de vote. Elles sont un peu comme les élites françaises au moment de la Troisième République ou au moment du vote des femmes, vous savez, les élites françaises étaient contre le vote des femmes en disant quand même les femmes allaient voter comme les curés, et donc ce n'était pas bon de leur donner le droit de vote. C'est comme ça que la France a eu le droit de vote des femmes très tardivement. Mais une partie des intellectuels chinois sont un peu sur ce thème-là, c'est-à-dire les paysans, les migrants, la grande partie des Chinois ne sont pas encore mûrs, entre guillemets, pour pouvoir voter. Ce serait le chaos, et donc pour l'instant, le système, on n'est pas pour le droit de vote. Et moi, je vous assure d'avoir entendu plusieurs intellectuels, par ailleurs très bien progressistes sur le reste, sur ça, être complètement fermé à toute idée du droit de vote en Chine. On s'approche de notre
du temps présent, je dirais, on a aujourd'hui, depuis un bon moment, j'imagine, l'impression que l'approche américaine et plus largement occidentale à l'égard de la Chine est tiraillée depuis très longtemps entre ce dont on parlait tantôt, un appétit capitaliste pour le marché chinois qui fait foi de tout, et en même temps que la volonté géopolitique de l'endiguer. Il y a eu sous Obama ce qu'on a appelé le pivot asiatique, sur lequel dont je voudrais que vous nous parliez, marqué notamment, il y a eu l'ouverture du Myanmar, qui était un événement pas périphérique, mais quand même important dans la compréhension des dynamiques de l'époque. L'ouverture du Myanmar sur fond de libération de cette figure emblématique qui était Aung San Suu Kyi. Et puis, il y a eu aussi, à travers aussi ce pivot asiatique, ça faisait aussi à travers un certain rapprochement avec l'Inde. Alors, qu'est-ce qui s'est... comment c'est mu cette dynamique et a-t-elle donné des résultats? Pour l'instant, pas tellement, mais je vais commencer par le début, mais en expliquant. C'est-à-dire qu'effectivement, les Occidentaux, globalement, mais surtout les États-Unis quand même, pensaient, ce que je disais au début, c'est-à-dire pensaient que la Chine continuerait à fournir à bas prix ce dont les autres pays occidentaux ont besoin, et puis, point final, resterait comme ça subordonnée. Évidemment, la Chine a pris de plus en plus d'ampleur, avec des déficits quand même colossaux pour la plupart des pays occidentaux. Donc, il y a eu entre le mécontentement qui est monté aux États-Unis, je vous parlais de la hostile, mais aussi aux États-Unis comme mécontentement, il y a aussi les GAFA, qui ont les géants de l'Internet, qui ne sont pas contents du tout parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer le système chinois ou alors sous contrôle, alors que le système chinois est assez performant en interne. Donc, il n'arrive pas à pénétrer. Donc, tout ça fait qu'il y a un mécontentement assez grand des multinationales et d'une partie de la population dans les pays occidentaux. D'où la volonté de contenir la Chine, à la fois en limitant un peu sa montée en gamme des productions. La Chine a décidé de mettre le paquet sur les nouvelles technologies, en disant on n'est pas très à l'aise, on est l'atelier du monde pour fabriquer des chaussettes, des soutiens-gorge et des t-shirts. Maintenant, si on veut tenir notre rang dans le monde, il faut absolument qu'on gagne en efficacité productive et en technologie, en produits contenant beaucoup de valeur ajoutée. Donc, la Chine a mis le paquet sur l'innovation technologique. Donc, les innovations technologiques de la Chine, la volonté des États-Unis de récupérer, même de l'Occident, de récupérer un peu de production, ont fait que dès Hillary Clinton, c'est-à-dire dès 2011, l'administration américaine a décidé de focaliser, de contenir la Chine avec ce fameux pivot asiatique dont l'objectif était clairement de contenir la puissance de la Chine à l'intérieur et à l'extérieur, avec réarmement, montée, si je puis dire, des forces militaires. Mais il faut bien savoir quand même que les forces militaires en Asie, américaines en Asie, sont considérables. C'est la première puissance militaire en Asie, les États-Unis. Je regardais un peu pour préparer cette conférence, mais je voyais qu'il y a 20 à 25 000 soldats américains en Corée du Sud, il y en a 50 à 55 000 soldats au Japon, il y a naturellement les forces américaines dans l'île de Guam. Les États-Unis viennent de faire de reconsolider une base de sous-marins dans l'île de Wake, dans le Pacifique Nord. Il y a la 7e flotte dans le Pacifique Ouest, la 5e dans l'océan Indien, des facilités aux Philippines, des facilités au Vietnam. Bon, bref, il y a déjà une armada américaine extrêmement forte en Asie, et l'administration Obama avait décidé de renforcer encore un peu ce pilier. Et puis est arrivé Donald Trump, qui lui n'a pas fait dans la dentelle, si je puis dire. Il a d'abord commencé quand même par le commerce, parce que c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui défendait
qui prétendait défendre les ouvriers blancs des régions industrielles. Et donc, son premier acte, ça a été la guerre commerciale. Et puis, on est très vite passé de la guerre commerciale avec donc la mise en place de droits de douane, enfin bref, ce que vous savez, connu en 2016-2017, on est passé de droits de douane à la guerre technologique, hein, et puis à la guerre idéologique avec l'affaire du virus, enfin, du coronavirus, qui a compliqué encore, mais donc on assiste à une escalade très très forte. Alors bon, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est-à-dire cette tradition, si je puis dire, qui fait que l'empire dominant n'accepte pas l'arrivée de l'empire émergent et ça produit des guerres. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça peut arriver. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation, personnellement, je juge assez dangereuse d'ailleurs de ce point de vue. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de contenir la Chine, il s'agit vraiment de la rétrécir presque et de tout faire pour empêcher qu'elle puisse se développer. Ce qui est assez terrible. Alors, à l'agressivité américaine, si je puis dire, a correspondu aussi une nouvelle agressivité chinoise. C'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se sente assez forte, la philosophie de Pékin, de la Chine, de Deng Xiaoping, le père de l'ouverture économique de la Chine, était ce slogan, si je puis dire, cacher ses talents et attendre son heure. Donc, faisons, ne nous montrons pas trop ambitieux, menons nos affaires et tout ira bien. Simplement, au fur et à mesure de la montée en puissance réelle de la Chine, évidemment, Xi Jinping, notamment, était le symbole de ça, c'est-à-dire qu'il trouve que l'heure est venue d'affirmer la puissance chinoise. Personnellement, je ne pense pas que la Chine veut dominer le monde, mais elle veut que l'on reconnaisse sa place. Elle veut traiter d'égal à égal avec les États-Unis, ce qui, pour M. Trump, était vraiment une cause absolue, impensable que ces Chinois, ces jaunes puissent me parler d'égal à égal, même si au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la présidence Trump, il avait été louangeur avec Xi Jinping, mon ami de Xi Jinping, on se comprend. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande époque où il pensait que les affaires suffiraient à trouver, enfin, parler affaires suffirait à trouver un accord, évidemment. À l'époque aussi, il y avait cet affrontement avec la Corée du Nord. On dirait qu'il y avait une dynamique là. C'est ça où Trump tentait de s'imposer à la Corée du Nord en essayant de ménager la chèvre et le chou auprès de Pékin, si je me souviens bien. C'était grosso modo ce qui se passait. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne initiative de Trump en matière de relations internationales, c'est d'avoir essayé de négocier avec la Corée du Nord, effectivement. Alors, on peut penser ce qu'on veut du régime de Corée du Nord, et Dieu sait si on peut en penser du mal. Une chose est sûre, c'est que ce pays existe et qu'il faut traiter avec ce pays, il faut arriver à négocier un accord de paix. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de la guerre de Corée de 50-53. Elle s'est terminée en 1953 par un armistice, mais il n'y a toujours pas de traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est grotesque. Donc il faut bien trouver un terrain d'entente, d'autant que si on pouvait désarmer de ce côté-là, ça serait quand même, dans cette région, il y a quand même 4 détenteurs de l'arme nucléaire, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde et le Pakistan, ce qui est quand même une accumulation assez incroyable, quoi. Oui. Je tiens à faire une parenthèse autour de l'Inde, au sujet de laquelle vous avez écrit. Moi, j'y ai vécu un certain temps. Puis bon, Obama y était au début des années 2010. Trump y est allé en février. S'entend très bien avec Narendra Modi. Ils sont deux populistes qui sont sur la même longueur d'onde.
Je signale qu'en 2008, vous aviez publié Chine-Inde, la course du dragon et de l'éléphant. Dans quelle mesure, dans quelle mesure l'analyse que vous faisiez à l'époque, le livre est publié il y a une bonne douzaine d'années, dans quelle mesure l'Inde prend-elle sa place? Dans quelle mesure l'instrumentalisation de l'Inde par les Occidentaux, par les États-Unis, fonctionne-t-elle? Quelle est votre analyse à ce sujet? Vous connaissez bien l'Inde, parce que j'ai lu aussi votre livre, et donc vous connaissez bien l'Inde. L'analyse, naturellement, il y a 10 ans qui sont passés depuis ce livre. Ce qu'on peut constater, mais il y a des choses des fondamentaux qui restent quand même. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2008, l'Inde et la Chine sont à peu près au même niveau. En 98, pas en 2008, pardon. En 98, l'Inde et la Chine sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire que c'est une population, il y a 1,3 milliard d'habitants en Inde, 1,4 milliard en Chine. Il y a un produit intérieur brut qui est sensiblement le même, mais il y a une très grosse différence entre l'Inde et la Chine. La première, c'est que la Chine a une population, de cette époque-là, ce que je vous disais, population formée, qui sait lire et écrire. Et qui veut la développer, alors que l'Inde a une partie de sa population qui ne sait pas lire et écrire, qui est à l'abandon. Le système des castes, en plus, vous pourriez en parler parce que vous le mettez bien en valeur dans votre livre, mais le système de caste est un vrai handicap pour développer l'Inde. Et on se trouve avec des situations divergentes, même si l'Inde, naturellement, s'est modernisée, a commencé à se développer, mais elle est à la fois très développée dans les nouvelles technologies, notamment tout ce qui est logiciel, qui est quand même l'Inde a une vraie compétence dans ce domaine-là, et sous-développée, pour ne pas dire plus, dans le domaine du soin à la population, le manque d'infrastructures, et qui fait que ça la rend en concurrence difficile avec les Chinois. S'ajoute à cela effectivement la volonté des Occidentaux, États-Unis en tête, de la volonté d'utiliser avec ce fameux Quad, c'est-à-dire cette coalition où il y aurait l'Inde, les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon, ces 4, ce que M. Macron, lui, de son côté, appelle l'Inde, l'axe Indo-Pacifique. Il y joint d'ailleurs à la Nouvelle-Zélande. Mais bref, notamment ces 4 premiers, le Quad, dont le secrétaire d'État à la Défense parle de création d'une OTAN de l'océan Pacifique. Donc ça dit tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire de vouloir en faire une armée sous commandement américain et spécialisée vers l'Asie. Pour l'instant, l'Inde était restée, c'est pas la première fois, sous Obama aussi, il y a eu cette volonté d'entraîner l'Inde dans une politique de containment de la Chine. Mais pour l'instant, l'Inde était restée un peu distante. Voilà, et en tout cas en équilibre, elle essayait d'avoir un équilibre entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que M. Modi va en rester là? Je ne crois pas. Il y a fort à parier qu'il soit plus proche de l'argumentation américaine que de l'argumentation chinoise. Ça ajoute à ça, comme vous savez, les incidents qui ont eu lieu au Ladakh, enfin dans l'axe Chine, et donc dans les dernières périodes. Et puis une militarisation inquiétante des deux côtés. Parce que, alors naturellement, la presse globalement désigne le mal, c'est-à-dire la Chine, qui n'est pas blanche, moins qu'on puisse dire, mais les Indiens sont loin de blanc dans cette affaire d'escarmouche à la frontière chinoise. Oui, et le gouvernement indien étant lié parce qu'il y a d'importantes relations économiques avec la Chine après tout.
Ah, oui, ça, mais tout le monde est lié avec les relations économiques avec la Chine. D'une certaine manière, les États-Unis aussi. C'est-à-dire que c'est un lieu d'exportation et d'importation, des échanges commerciaux extrêmement importants. Effectivement, l'Inde est liée parce qu'elle a des intérêts économiques, elle est liée parce que elle a besoin de capitaux pour financer ses infrastructures. Or, la Chine lui offre des capitaux pour financer ses infrastructures. C'est la fameuse diplomatie du carnet de chèques. Donc, effectivement, mais vous savez, les guerres, quand elles se produisent, elles sont rarement rationnelles. C'est-à-dire, d'un point de vue rationnel, on n'a jamais intérêt à faire la guerre. Est-ce que ça peut dégénérer alors qu'on a des gouvernements nationalistes partout, si je puis dire. En Chine, ça va de soi, mais aussi en Inde avec M. Modi, au Japon avec Abe Shinzo et maintenant Suga Yoshihide. Donc, voilà, c'est une situation assez dangereuse. Cela dit, sur l'Inde, vraiment le système de caste et la montée de l'hindouisme virulent, pour ne pas dire raciste, est vraiment un handicap pour le développement de l'Inde. Ça, je le crois. Je tombais dernièrement justement dans un article du New York Times. Je le signale à titre purement indicatif. C'était publication d'un livre d'Isabelle Wilkerson qui s'intitule Caste, The Origins of Our Discontent, et qui est un livre dans lequel elle fait un parallèle assez solide, enfin, et très élaboré entre le système de caste indien et le suprémacisme blanc aux États-Unis. Alors, il y a aussi par ailleurs entre Modi et la logique de M. Modi, sa philosophie entre guillemets, et celle de la droite américaine, l'extrême droite américaine, dont fait finalement partie Trump. Il y a une parenté apparemment assez claire. Oui, j'ai lu aussi, j'avais lu aussi le papier. Incontestablement, il y a une partie des hindous du BJP, notamment, enfin du parti du gouvernement, qui sont ouvertement racistes, c'est incontestable, notamment vis-à-vis des musulmans. À la différence des suprémacistes, si je puis dire, c'est qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur même. C'est comme s'il y avait une hiérarchie à l'intérieur même des Blancs. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie entre les hindous et les musulmans. Ça, et on sait que Modi a participé ou laissé faire quelques pogroms dans les années 2000, hein, mais donc il y a ça, et puis en plus il y a les hiérarchies entre les hindouistes avec les hors-castes notamment, qui vivent dans des conditions épouvantables. On a vu les séries de viols dans la dernière période, de viols de jeunes femmes, non pas que viol comme un viol sexuel, si je puis dire, mais un viol comme punition de ne pas être conforme à ce qu'ont décidé les brahmanes et les hautes castes. Donc, et ça, c'est un vrai, je crois que c'est l'un des handicaps majeurs de l'Inde pour se développer. De sortir de ce système de caste, parce que même quand, vous savez, enfin ça vous l'avez parfaitement décrit dans votre livre, mais même quand grâce à la discrimination positive, les basses castes, les Dalits arrivent à des postes de responsabilité, de toute façon, ils ne s'assoient pas, ils ne mangent pas avec les brahmanes, ils ne s'assoient pas aux côtés des brahmanes. Enfin, c'est assez choquant quand on est en Inde. Oui. Et pas seulement entre les pauvres et les riches. Ce que je veux dire, c'est même à l'intérieur de ceux qui sont à peu près sortis d'affaires, le système de caste est quand même très, 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 très virulent. Très puissant. On voit beaucoup la Chine, évidemment, on lit la Chine à travers nos médias. Alors, je vais vous poser la question, est-ce qu'on se fait une idée juste de la Chine? Bon, on est en présence d'un système d'un régime d'une grande opacité, mais c'est un pays qu'on voit surtout essentiellement à travers
la lorgnette de ce qu'on appelle sa volonté expansionniste, bon, avec sa nouvelle route de la soie, par exemple, notamment, aussi avec son instrumentalisation de la COVID sur le plan international. On le voit utiliser son soft power en Chine depuis quelques mois. Puis avec l'exportation aussi, non sans succès, de son modèle autoritaire. Il y a des sensibilités européennes, il y a des sympathies européennes pour la façon dont fonctionne le régime chinois. Il y a d'ailleurs une grande sympathie en Inde pour le régime chinois aussi. Donc, de façon générale, les médias qui tentent de décoder ce qui se passe dans le monde et en Chine, généralement la diabolisent. Question, est-ce que c'est une représentation juste de la Chine étant et son régime et sa population? Est-ce que les États-Unis n'exagèrent pas la menace que représente la Chine ou la croissance chinoise? Absolument, vous avez parfaitement raison. Je pense que, on exagère la menace. La Chine veut, ce que je disais tout à l'heure, veut reprendre sa place dans le monde. Il faut se rappeler que en gros, du 16e au début du 19e siècle, la Chine, avec l'Inde d'ailleurs, était la principale puissance commerciale et, alors, pas industrielle à cette époque-là, mais manufacturière, et que les guerres que lui a mené l'Occident, les fameuses guerres de l'opium, l'ont complètement abasourdi. Donc la Chine veut reprendre cette place dans le monde. Donc je ne pense pas qu'elle veuille dominer le monde. Deuxièmement, on n'a pas intérêt, même si on ne partage pas ce qui se passe en Chine, on n'a pas intérêt à caricaturer ce qui s'y passe. On a intérêt à essayer de comprendre de l'intérieur, enfin en tout cas c'est notre rôle de journaliste, de comprendre de l'intérieur ce qui s'y passe. Effectivement, le régime est autoritaire, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En même temps, il y a des luttes sociales, il y a des grèves, on en voit tous les jours, il suffit de lire la presse chinoise. Il y a à l'intérieur même des oppositions, des batailles. Il y a un Internet, il est certes régulièrement épuré au sens vrai du terme, c'est-à-dire coupé, où certains blogs sont enlevés, etc. Mais en même temps, ça permet des mobilisations, ça permet des échanges. Je conseille d'ailleurs à nos auditeurs de lire le journal de Fang Fang, qui est une écrivaine chinoise qui a vécu à Wuhan, et qui a décidé, au moment du confinement avec la Covid-19, de tenir un blog sur Weibo, qui est le Facebook chinois. Et elle décrit exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est vraiment pas une dissidente, c'est une écrivaine établie. Elle a eu quelques difficultés de temps en temps, mais pas du tout dissidente. Elle a publié son blog sur Weibo au jour le jour, depuis le premier jour de confinement. Donc elle a raconté à la fois le chaos qu'a été l'arrivée du Covid, l'absence de moyens, les morts qui se voyaient... bref, le chaos du début qu'on a tous vu et qu'on a tous décrit. Et puis, elle décrit la reprise en main par le pouvoir central, avec l'arrivée des moyens, elle raconte tout ça, c'est-à-dire elle a été quelquefois censurée sur Weibo, classique en Inde, et en Chine, pardon, mais en même temps, son compte a été rétabli, il y a eu des protestations, son compte a été rétabli, et elle a pu jusqu'au bout mener sa description. Et je conseille cette lecture parce que justement, elle montre très bien la réalité des choses dans leurs contradictions. À la fois le chaos, mais à la fois le soulagement, c'est comme ça, de la population quand ils ont vu arriver Pékin, les moyens donnés par Pékin et par le gouvernement central. Elle a vu les protestations après que ce jeune médecin lanceur d'alerte, Li Wenliang, a été sanctionné.
et puis après est décédé. Il y a eu sur les mouvements, sur les réseaux sociaux, vraiment une grande mobilisation en faveur de ce médecin et protestant vigoureusement contre les autorités qui l'avaient laissé à l'abandon, il ne l'avait pas écouté. Ça montre que ça existe, voilà. Et elle montre très bien ces contradictions. Oui. Ça explique, parce que quand même, quand il y a eu le début de la Covid-19, tout le monde a dit Wuhan, ça sera comme le Tchernobyl des soviétiques, c'est-à-dire c'est le début de la fin pour le régime chinois. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir, à la fois, ça a mis en cause la bureaucratie, le manque d'humanité, la corruption d'une bureaucratie, et en même temps, la capacité, comme dirait l'autre, je suis désolé, le en même temps de Macron, mais non, mais en même temps, il y a eu une mobilisation du pouvoir central qui a fait qu'il y a une certaine reconnaissance. Et que voulez-vous que je vous dise ? Il y a eu un confinement très autoritaire, ça c'est incontestable, mais il y a eu des moyens mis en œuvre, et il y a eu la mise en place du système qu'on connaît bien, qu'on devrait mettre en place et que les Occidentaux n'arrivent pas à mettre en place, qui est tester, tracer et isoler. Et le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou peu de cas de Covid. Alors on peut toujours dire qu'ils cachent, effectivement, mais franchement, tous les gens que j'en ai quand même pas mal par téléphone, par WhatsApp, par mail, etc. Effectivement, maintenant à peu près normalement, quoi. Oui. Donc la population est fière. C'est comme ça. On disait au départ, oui, que la pandémie, on l'entendait souvent, allait faire perdre, sa gestion de la pandémie faisait perdre des plumes au président Xi, alors que c'est absolument pas ce qui s'avère, d'une part. Et d'autre part, vous dites qu'on n'est pas devant une dictature aussi verrouillée qu'on nous le dit ici en Occident de la part du régime actuel. Absolument. Ce qui est difficile à vivre pour les Chinois, c'est l'arbitraire, effectivement. C'est l'arbitraire, c'est-à-dire que vous pouvez, comme le raconte très bien Fang Fang dans son journal, c'est-à-dire qu'elle commence son blog, aucun problème, elle fait son blog, elle critique, pas de problème. Puis tout d'un coup, les autorités décident que non, ça suffit. Donc il ferme son blog, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, est-ce que c'est un mot... Voilà, ça c'est très difficile à vivre pour une partie des gens. Et puis il y a les faiblesses qu'on connaît, c'est-à-dire que... le fait de ne pas pouvoir, comment dire, il y a une reprise, voilà, il y a une reprise en main idéologique de la part de Xi Jinping, du nouveau secrétaire général et président de la Chine. Il y a vraiment une reprise en main idéologique qui est difficile à vivre pour une partie notamment des intellectuels. Et Xi Jinping qui a été vraiment, comment dire, applaudi à son arrivée parce qu'il luttait contre la corruption, aujourd'hui commence à être mis en cause quand il commence à rentrer dans le détail de la mise sous tutelle, si je puis dire, de la vie quotidienne. Ça, c'est vraiment une des faiblesses. Alors, est-ce que est-ce que la fierté d'avoir vaincu la Covid et puis d'avoir repris son rang dans le monde va faire passer cette reprise en main idéologique? Sincèrement, je ne saurais pas répondre. On verra. Est-ce que ce durcissement est peut-être le symptôme de la peur du régime d'une perte de légitimité ou Sans doute. De toute façon, la peur n'est jamais bonne conseillère, comme vous savez. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une volonté de la part du nouveau pouvoir, de lutter contre la pandémie, enfin contre la corruption, ça c'est tout à fait vrai, et c'était nécessaire, c'est absolument vrai. Il y avait aussi une volonté de retravailler aux valeurs, entre guillemets, chinoises, et de contrebattre le soft power occidental et américain qui était extrêmement important. Les 3/4 de l'élite chinoise, enfin peut-être pas les 3/4, j'exagère, mais une bonne partie de l'élite chinoise est allée faire des études aux États-Unis quand même. Aux États-Unis,
au Royaume-Uni sont les proches de Xi Jinping, hein, ce qui n'empêche pas de protester contre les valeurs américaines qui font. Donc, je pense qu'il y avait ça. Et puis, il y a effectivement sans doute une peur de perte de légitimité. Mais on sait, alors ça, par contre, c'est les expériences. Ils sont traumatisés par l'expérience soviétique. Donc, ils veulent absolument continuer à garder la maîtrise idéologique, mais on sait pertinemment que ce genre de blocage conduit effectivement à l'inverse, quoi. Quant à l'expansionnisme chinois, moi je suis là aussi beaucoup plus nuancé, évidemment, parce qu'il y a une volonté de la Chine d'exister sur la scène internationale, c'est incontestable. Ils ont essayé de faire bouger les institutions internationales issues de la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident, le Fonds monétaire international, l'ONU, etc., etc. Ils n'y sont pas arrivés du tout. Ça a été même une grande fermeture de la part des Occidentaux. Donc, ils ont mis en place leurs propres institutions avec un pouvoir qu'ils ont, qui est le pouvoir de l'argent, évidemment. Et les routes de la soie, qui est une idée absolument de communication absolument géniale, parce que les routes de la soie, ça fait rêver tout le monde. On a tous lu Marco Polo, les grandes caravanes avec les chameaux en plein désert qui allaient de l'Orient à l'Occident. Bref, ça fait rêver tout le monde et tout le monde se dit, ah tiens, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Plus prosaïquement quand même, ils ont décidé de consacrer des moyens pour les infrastructures, avec cette fameuse banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures, qui est une banque, dès l'arrivée de cette banque, pour financer donc les infrastructures dans le cadre des routes de la soie. Dès l'arrivée de cette banque, Obama, à cette époque, a fait une pression d'enfer auprès des partenaires pour qu'ils ne signent pas, pour qu'ils ne participent pas. En vain, les États-Unis ne sont pas partie prenante et le Japon non plus, mais tout le reste, les pays occidentaux, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Singapour, enfin bref, tous les pays, Corée du Sud. Il y a maintenant 56 pays fondateurs de cette banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures qui sert à développer des projets d'infrastructures chez les pays voisins. Ça, c'est une idée, je vais dire, une vision idéologique de Xi Jinping et des Chinois plus globalement, qui est de dire des voisins qui se développent sont des voisins qui collaborent avec nous et en tout cas sont pour la paix. C'est toujours la même idée chez les Chinois. C'est le modèle de développement de la Chine depuis l'ouverture, 1979. C'est on investit dans les infrastructures et alors ça va nous donner de quoi nous développer. Il y a naturellement des inconvénients, je ne vais pas revenir, mais c'est la trappe à dette, effectivement. Ça peut être un inconvénient. Mais en tout cas, juste pour conclure cette partie-là, il faut sortir des caricatures et essayer de comprendre les fonctionnements de l'intérieur. Oui. Si on avait beaucoup plus de temps, comme vous êtes en contact, vous avez des amis là-bas, des contacts, des connaissances, je vous posais des questions sur comment la Chine voit-elle le monde, comment les Chinois, quel est leur rapport au monde extérieur, au reste du monde, mais il faudrait se pencher sur l'actualité chaude. Il nous reste une quinzaine de minutes sur la guerre commerciale, sur l'escalade des derniers mois de cet été qui se poursuit avec l'arrivée, depuis que Trump est arrivé. Donc, il faudrait vous éclairer les ressorts de la guerre commerciale, fondés, disent plusieurs, sur une juste cause, mais que Trump défend avec de mauvaises méthodes, c'est-à-dire très confuses et généralement incendiaires. Absolument. La juste cause, c'est le rééquilibrage des échanges commerciaux. Ça, c'est une juste cause. La juste cause, c'est la maîtrise technologique par chaque nation, ou en tout cas par chaque groupe de nations de son environnement. Donc ça, c'est tout à fait légitime. Les États-Unis ont raison de
se méfier de la puissance technologique de la Chine dans la dissémination, enfin, le développement de la 5G, par exemple? Incontestablement, la Chine a de l'avance dans le développement des 5G, dans le développement des technologies Internet, 5G, caméra reconnaissance faciale avec le positif et le négatif, comme on sait, parce que ça peut permettre de traquer les individus. Mais, voilà. La Chine a de l'avance, voilà. Mais après, il y a deux façons de traiter la chose, c'est-à-dire soit on coopère, il y a de l'avance, on coopère, soit on se dit, il y a de l'avance, il faut bloquer, tant que nous, on n'y est pas arrivé, on ne fait rien. Donc, c'est ce qu'ont décidé les États-Unis, hein, c'est ça. Juste une parenthèse, c'est rapide, mais quand même, quand ce sont les États-Unis qui nous disent que Huawei va écouter de sécurité parce que Huawei va écouter les Occidentaux, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité, pour à tout le moins, parce que c'est pas c'est pas Huawei, mais c'est les Américains, la CIA et autres qui écoutaient jusqu'au gouvernement allié, comme l'a révélé Snowden. Donc pour l'instant, ceux qui écoutent, c'est les Américains, c'est pas les Chinois. Donc d'autant que Huawei a proposé pour chaque nation de mettre en place une commission indépendante qui examine toutes leurs technologies pour regarder s'il n'y avait pas des caméras cachées, enfin des capteurs cachés, comme on sait qu'il y a dans certaines technologies. Donc, la Chine, les États-Unis ont raison de dire la Chine est en avance, c'est vrai. Ce qui est, de mon point de vue, totalement invraisemblable, c'est qu'on les bloque, alors que ça devrait être un bien pour l'humanité, on est en train de bloquer. Et deuxièmement, encore qu'il faudrait réfléchir sur l'utilisation de la 5G, mais je ne rentre pas dans ce débat sur le rôle de la 5G, mais en tout cas, il faut coopérer. Et puis deuxièmement, ce qui est totalement inacceptable du point de vue des Américains, c'est l'extraterritorialité des décisions américaines. Je ne vois pas pourquoi, quand l'administration américaine, que ce soit Trump d'ailleurs, ou que ce soit quelqu'un d'autre, décide pour la France ce que la France doit faire. Au nom de si vous travaillez avec Huawei, si vous travaillez avec TikTok, vous ne travaillerez plus avec nous. Ouais. C'est inacceptable. Alors, inacceptable vis-à-vis des alliés, et encore plus, enfin, d'une façon générale, il n'y a pas un pays qui décide pour les autres. Et je ne comprends pas, enfin, l'une des faiblesses du gouvernement français d'une part et de l'ensemble européen d'autre part, c'est d'être incapable de répondre à cette question-là et de laisser faire. Alors on l'a vu avec Alstom en France, on l'a payé très cher avec Alstom et General Electric, et on le voit là avec les Américains. Mais en plus, là encore, je pense que la façon de faire des Américains va pousser les Chinois à maîtriser leur propre technologie. Est-ce qu'on a intérêt à collaborer ou est-ce qu'on a intérêt à ce qu'ils, avec leur marché d'1,4 milliard d'habitants, ils maîtrisent tout et ils inondent les marchés extérieurs? Poser la question, c'est y répondre quasiment. Et donc, je pense que c'est très, très mauvais. Est-ce que, un mot sur Hong Kong, est-ce que vous craignez que ça devienne un foyer de conflit majeur compte tenu de la virulence, enfin, de la force qu'applique le régime chinois, qu'applique Pékin à Hong Kong? Est-ce que ça risque pas enfin, les États-Unis comptent se servir du cas hongkongais pour en faire un grand cas de défense des droits de la personne? Mais est-ce que dans la relation des deux puissances, ça ne risque pas de devenir un foyer de conflit extrêmement important? Absolument. Je pense que Hong Kong et Taïwan. Oui. Alors, Taïwan, on peut espérer que Biden ne sera pas sur la même position que Trump, mais bon, en tout cas pour Hong Kong, effectivement, Hong Kong, c'est une reprise en main, là encore, une reprise en main pas du tout fine, et une reprise en main autoritaire qui d'une certaine manière, une espèce de fuite en avant de la part des Chinois. Que le gouvernement chinois ait envie envie d'une loi sur la sécurité,
C'est inscrit dans les traités, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas en soi de quoi protester. En revanche, c'est le faire non pas en travaillant avec les Hongkongais, mais en le faisant avec juste à Pékin et en l'imposant à Hong Kong, et puis d'avoir cette définition de la sécurité où toute personne qui conteste à l'intérieur de Hong Kong, qui conteste l'ordre des choses à Hong Kong, est accusée de trahir son pays, et donc là encore avec une répression considérable. Mais faisant comme ça, les Chinois vont droit dans le mur, si je puis dire, parce qu'on ne revient pas en arrière sur le domaine des libertés. Ça n'existe pas. On peut revenir en arrière un temps, mais en arrière durablement, ça n'existe pas. Alors ça peut séduire, comme vous le disiez, quelques pays européens qui rêvent de mettre leur population à marcher au pas, mais ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça peut être un point d'achoppement entre les États-Unis et la Chine? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et de... Le terme me gêne un peu, même si dès qu'on le met nouvelle, ça va. Mais la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, puisqu'on fait référence à ça, c'est pas du tout comparable parce que les États-Unis, certes, l'Union soviétique et les États-Unis étaient à concurrence dans le domaine militaire, dans le domaine spatial, dans le domaine militaire, et puis un peu dans le domaine géopolitique, mais du point de vue économique, l'Union soviétique comptait pour rien du tout, quoi, hein. Donc, alors que là, c'est pas du tout le cas. Il y a une interpénétration des relations économiques entre les États-Unis et la Chine. Je disais tout à l'heure, mais 80% des drones américains ont été fabriqués en Chine. Voilà, vous fermez les frontières, voilà ce qui... Je prends cet exemple pour prendre l'exemple le plus simple, mais on pourrait parler des t-shirts, de tout ce que vous voulez, et on n'improvise pas une nouvelle industrie comme ça sous un coup de doigt. Donc, en ce sens, ce n'est pas tout à fait la même situation. En revanche, on est dans une situation de tension extrême, comme on a pu connaître effectivement à cette période. Il y a une revue en France qui s'appelle Futurible et qui publie une analyse géopolitique régulièrement, et elle indiquait que la force aérienne américaine était sortie au premier semestre 2020, était sortie 2000 fois au-dessus de la mer de Chine. 2000 fois. On dit, mais et comme les Chinois naturellement ne sont pas en reste, c'est miracle qu'on n'arrive pas un jour à un incident et qu'il y ait un emballement donc, que personne ne maîtrisera. Ça, c'est incontestable. Et je pense que pire que Hong Kong, la vraie question, et même pire que la mer de Chine, pire que Hong Kong, le foyer actuellement, c'est Taïwan. Ouais. C'est Taïwan parce que d'abord la flotte américaine et puis les avions, la force aérienne américaine survole régulièrement en même temps que les Chinois. Et puis de plus en plus, on va vers une reconnaissance de fait de Taïwan par les États-Unis. Jusqu'à présent, Taïwan n'a malheureusement pas d'existence, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est pas un pays, c'était le système, c'était le slogan, si je puis dire, deux systèmes, un pays. Et jusqu'à présent, la Chine, comme la plupart des pays occidentaux, a précisé que Taïwan faisait partie de la Chine. C'était dans les statuts, c'est dans les relations, c'est dans les traités. Donc, le fait que maintenant, il y ait 2 visites officielles à Taïwan en un mois et demi de temps, fait qu'on va vers une reconnaissance ou un essai de reconnaissance officielle de Taïwan. Ça, je pense que c'est très, très, très dangereux parce que c'est vraiment un cas de casus belli avec les Chinois à l'intérieur de la Chine et avec les militaires chinois qui ne seraient sûrement pas complètement d'accord pour laisser faire. Enfin bref, pour moi, c'est une vraie inquiétude. OK.
Bon, il nous reste tellement peu de temps, mais excusez-moi. Si on n'est pas, non, on a trop peu de temps. On ne peut pas parler de nouvelle guerre froide, bon, mais on est dans une situation où le rêve, disons, le rêve qu'on a vu apparaître, ben, il y a une vingtaine enfin, avec l'effondrement de l'URSS, et puis ensuite, sous Obama aussi, jusqu'à un certain point, le rêve d'un monde polycentrique, fait de multiples dialogues internationaux et institutionnels, ce rêve-là, par la situation actuelle, est mis à mal, non? Absolument, non, mais vous avez absolument raison. Vous parliez, vous avez écrit à la fin, encore la fin des années 2000, je crois, début des années 2010, je n'ai pas le titre, là, l'Occident malade de l'Occident. Vous parlez là de ce projet d'universalisme, mais bon, ce rêve-là. Pour qu'il y ait je parlais de ça, d'Occident malade de l'Occident, parce que justement, l'Occident a du mal à accepter qu'il y ait d'autres modes de fonctionnement et d'autres modes de fonctionnement que d'autres idéologies aussi que ceux de l'Occident. Ils pensaient pouvoir dominer tranquillement le monde. Ce n'est pas ça. On est dans un monde multipolaire, pardon, et un monde où effectivement on est entre un monde chaotique, il faut bien dire ce qui est. Ouais. Et on aurait pu rêver que justement la fin d'un monde unipolaire, la fin de la guerre froide entre l'Union soviétique et les Américains, la fin de la hubris occidentale, si je puis dire, après l'effondrement de l'Union soviétique, et l'arrivée de zones un peu, de zones régionales, on aurait pu penser que ça amènerait à une collaboration beaucoup plus étroite, à des rapports plus apaisés. Or, pour l'instant, c'est le contraire qui se passe, effectivement. Est-ce que... oui, et puis bon, face à cette situation de chaos-là dont vous parlez, on vous parlait un peu de l'Europe, la France, le Canada, le reste du monde, face à cette grande confrontation-là, se sent spectateur. Ben, on peut regretter, oui. On peut regretter que l'Europe se sente spectatrice, voire même s'aligne sur les États-Unis. Quand, de fait, l'Europe refuse Huawei, par exemple, au lieu de négocier, au lieu de travailler, dit « Ah non, Huawei, on n'en veut plus », c'est de l'alignement sur les États-Unis. Et ça, je ne suis pas sûr que d'encourager les États-Unis dans cette voie-là soit une bonne chose. Quand le Canada arrête, de fait, la directrice financière de Huawei, même s'il fait un procès pour savoir si elle va être extradée ou pas en toute, si je puis dire, toute légalité. De fait, on ne peut pas dire qu'il y ait une volonté de jouer un rôle original que l'un et l'autre pourraient jouer, c'est-à-dire que l'Europe, que le Canada pourraient jouer, parce qu'il y a une grande tradition, parce que la France a été, comme je vous le disais au début, le pays qui a reconnu la Chine la première, presque, un peu au Royaume-Uni, donc il y aurait une tradition et il y aurait une possibilité de jouer un rôle qui ne soit ni alignement sur les Chinois, ni alignement sur les Américains, mais qui joue justement, qui contribue à faire bouger les institutions internationales, à négocier, à coopérer. Pour l'instant, hélas, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On compte les points dans le meilleur des cas et quelquefois on s'aligne. Dernière question. Au-delà du grand ouf planétaire que suscitera, j'espère, la défaite de M. Trump, quelle perspective si Joe Biden l'emporte sur le plan économique, évidemment, parce qu'il y a quand même une politique appliquée sous Trump, mais qui le précédait aussi, je crois, de découplement, de découpling des économies, mais sur le plan diplomatique aussi. Qu'est-ce qui changerait la victoire de M. Biden? Que vous dit votre boule de cristal? Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Ma boule de cristal ne dit pas grand-chose, d'autant que Joe Biden lui-même ne dit pas grand-chose. C'est frappant de voir que Joe Biden fait l'unanimité pour battre M. Trump, mais après, pour savoir ce qu'il propose, comme il le propose et comment il le propose, c'est un peu compliqué de savoir. Donc on sait, ce qu'on est sûr, c'est que ça sera un peu plus policé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura
pas des coups de menton. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura sûrement pas des gestes intempestifs. En même temps, je pense que Joe Biden sera beaucoup plus attentif aux droits humains que ne l'est Trump, qui s'en sert pour casser les pieds à Pékin, mais qui n'est pas vraiment convaincu de l'affaire. Donc ça, je pense du point de vue des Chinois, je pense que ça, la pression sera beaucoup plus forte. Du point de vue économique, je pense qu'on est sur un long train durable de découplage. Mais vous savez, le rapport, je lisais la loi sur la défense nationale américaine qui a été votée au Congrès américain, a été votée par les démocrates et par les républicains. Et c'est cette partie, c'est cette loi qui met en avant la nécessité de contenir la montée de la Chine du point de vue diplomatique, militaire et économique. Donc, je pense que du point de vue des relations entre la Chine et les États-Unis, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être un peu plus de stabilité. Oui, c'est ça. Des relations un peu plus apaisées, normalement. Mais sur le fond, puisqu'il y a un accord, puisque s'agissant de freiner la Chine, l'accord est bipartisan à Washington. Les démocrates et républicains sont d'accord. Absolument. Mais si vous voulez, il faudrait distinguer, être apte à distinguer deux choses. La volonté de chaque nation à maîtriser son propre développement, c'est-à-dire à retrouver de l'industrie, à développer les nouvelles technologies de façon soutenable, entre guillemets. Donc ça, c'est un objectif fondamental que chaque nation devrait avoir et que l'Europe aurait dû avoir, que les États-Unis auraient dû avoir. Et ça veut dire mettre au pas quand même les multinationales qui vendent un pays, qui font passer leurs capitaux d'un pays à l'autre là où ça les arrange et là où ils font le plus de profit. Quand même, on voit bien que certes, les grands groupes ont désinvesti de Chine, sont partis de Chine, mais enfin, ils sont allés au Vietnam ou au Bangladesh. C'est-à-dire que pour l'ouvrier américain, l'intérêt est nul, si je puis dire. Donc, il faudrait distinguer cette volonté juste, fondamentale de chaque nation de maîtriser son développement de la volonté d'en découdre et de contenir la Chine. Il n'y a pas à contenir la Chine, il y a à faire son propre développement. Mais contenir la Chine est un objectif qui est très mauvais, incontestablement. Chaque nation se développe et chaque nation, dès lors qu'elle respecte les droits environnementaux, les droits humains. Ça, qu'on se batte avec la Chine sur les droits humains, c'est tout à fait légitime. Qu'on veuille la contenir, non, il n'y a pas de raison de vouloir acculer la Chine à la décroissance ou aux difficultés. Ça ne devrait pas être un objectif international. Oui. Merci infiniment. Question d'auditeurs ou d'auditrices. On a parlé des différences dans les développements entre la Chine et l'Inde. Vous en avez nommé certaines. Les relations internationales de ces deux pays, par exemple, les relations avec le continent africain, en constituent-elles une importante de plus? Excusez-moi, je vais aller ouvrir la lumière parce que je crois qu'on ne se voyait plus. Pardon. Est-ce que... Les relations internationales entre les deux pays, la Chine et l'Inde, par exemple, les relations avec le continent africain, constituent-elles une importance de plus, une importante de plus? Elles ont à peu près, la Chine et l'Inde ont à peu près la même attitude vis-à-vis de l'Afrique. L'Inde a une longue tradition d'investissement en Afrique, et notamment dans tout ce qui est mine d'or, mine, etc. Elle continue, l'Inde, à avoir un gros développement en Afrique. Mais il y a concurrence, effectivement, entre l'Inde et la Chine, y compris sur le continent africain. Ce qui est vrai, c'est que la Chine, ça, c'est son ADN, si je puis dire, c'est son mode de développement. La Chine a développé considérablement les infrastructures en Afrique. À la fois... quand la Chine investit en Afrique, soyons clairs, elle n'investit pas pour les petits Africains, elle investit pour ses propres intérêts, pour développer son accès aux matières premières,
ou un accès au marché africain. Maintenant, il y a le bas de gamme, entre guillemets, enfin le bas de gamme, en tout cas les produits de consommation produits en Chine sont maintenant sur le marché africain, notamment les voitures, etc. Donc, il y a chez les Chinois à la fois monter des investissements et en même temps, les investissements qu'elle fait sont pour son propre développement. Et quelquefois entraînent des contestations extrêmement fortes en Afrique, là où des commerçants chinois s'installent, là où il y a des frictions au sein de l'Afrique. Mais le fait est que, de fait, ils ont aidé au développement de l'Afrique, c'est incontestable. Autre question. N'y a-t-il pas aussi un impérialisme économique chinois en pleine croissance qui fait concurrence aux États-Unis et à la Russie, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Europe? Oups, on me signale en parenthèse l'Italie et dans l'Arctique canadien. Excusez-moi, j'ai perdu. Donc, autre question sur la nature de la croissance chinoise, à savoir s'agit-il d'un impérialisme, d'une forme de... Ce qui est sûr, c'est que les investissements chinois à l'extérieur ne sont pas pour les beaux yeux des populations extérieures. Voilà. Donc, ils servent leur propre intérêt. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les Chinois ont ça comme modèle de développement. Qui dit infrastructure dit développement, qui dit développement dit stabilité. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire ils ont développé les infrastructures, développé les investissements, etc. Et la population a vu son niveau de vie monter et puis être calme. Donc ça, c'est son ADN. Après, évidemment, qui tient le cordon de la bourse mène la danse, hein, c'est-à-dire celui qui finit celui qui finance a des priorités, a des exigences qui font qu'effectivement les Américains, les Chinois ont une emprise de plus en plus forte sur les pays dans lesquels ils investissent, ça va de soi. Vous savez, quand ils investissent, on va prendre, je sais pas, en Amérique latine, d'abord, quand ils investissent en Amérique latine, ils ont fait comme première condition que l'Amérique latine rompe ses liens avec Taïwan, parce que c'était des pays qui avaient une grande partie de ces pays, l'Amérique latine, l'Amérique centrale avait encore des relations avec Taïwan, donc ils étaient contraints ils ont accepté, hein, mais ils ont été contraints de couper leurs relations avec Taïwan. Et puis, évidemment, ça induit un mode de développement. Quand vous développez du soja venant d'Amérique latine, vous poussez les pays d'Amérique latine à faire du soja. Ça a des conséquences sur le mode de développement de ces pays. Là, encore une fois, il faudrait pouvoir regarder entre les gouvernements et les populations. Il ne va pas y avoir d'investissement sans que les populations soient concernées. Si vous focalisez sur les mines en Afrique, évidemment, vous rendez l'Afrique de plus en plus dépendante de son système économique, enfin de développement des exportations. Voilà. Alors après, ce qu'il faut, moi j'ai travaillé là récemment pour la manière de voir qu'a fait le monde diplomatique sur la dette. Hein. J'ai travaillé sur la dette du Sri Lanka, puisqu'on avait dit que l'investissement chinois avait conduit à la Chine à racheter un port du Sri Lanka, et donc le Sri Lanka était tombé dans ce fameux piège à dette. En vérité, quand on regarde ce qui s'est passé, effectivement, il y a bien une société chinoise qui a loué pour 50 ans ou 90 ans, même peut-être, je ne m'en rappelle plus, mais a loué le port. Donc, de fait, c'est elle qui est devenue propriétaire, au moins pour un temps long. Mais simplement, la dette chinoise n'était que de 10%. Le reste de la dette, c'était les pays occidentaux.
C'était la Banque mondiale, c'était le Japon, c'était les pays occidentaux. Simplement, les pays occidentaux, le Sri Lanka avait deux possibilités. Soit soit vous faites appel au FMI, au Fonds monétaire international, qui vous impose des conditions drastiques, qui vous prête de l'argent pour rembourser les dettes, mais qui vous impose un plan d'austérité, des privatisations, etc. Soit vous vendez une partie de votre patrimoine pendant 90 ans aux Chinois et on vous laisse tranquille, pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Le Sri Lanka a choisi ça. C'est deux très mauvaises solutions, évidemment, mais l'une et l'autre sont mauvaises. C'est-à-dire, c'est pas plus les uns que les autres, les deux sont mauvaises. Les deux sont mauvaises. Et le Sri Lanka a choisi la Chine, qui était moins interventionniste dans la politique qu'elle mène que ne l'est le Fonds monétaire international. C'est terrible qu'on en soit dans un monde où on a le choix entre la peste et le choléra, d'une certaine manière. Ouais. Je pense à cette discussion autour de la nécessaire démondialisation. On n'est pas. Alors, comment l'incarner, cette nécessité, finalement, de défaire, ou enfin de réformer en profondeur la façon dont la mondialisation s'est installée dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Absolument. C'est très difficile à faire parce qu'effectivement, il faut repenser à la fois les circuits financiers, les circuits économiques, les circuits politiques, les circuits géopolitiques, etc. Mais en même temps, on sait que si on ne commence pas à travailler sur ce système, on va à la catastrophe, du point de vue économique, mais aussi du point de vue environnemental. On ne peut pas continuer à ce qu'on fasse faire 3 fois le tour du monde aux matières premières avant qu'elles se retrouvent dans notre assiette ou dans notre panier de prix uniques. Donc, effectivement, il faut travailler sur tous ces terrains-là, essayer de trouver des convergences peut-être des convergences sujet par sujet, peut-être, mais il y a une nécessité absolue de trouver un système. Pour l'instant, tout le monde essaie de prendre la place du calife à la place du calife, mais personne il y a peu de forces actuellement qui arrivent à mettre en place un nouveau système. Comme je vous disais, on désinise les productions américaines, ça c'est vrai, ça se fait, ou même européennes, ça se fait, mais ça va vers le Vietnam ou ça va vers le Bangladesh. Je suis ravi que les Vietnamiens puissent se développer, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas se développer autrement qu'en développant le tout export? Il y a tant de choses à faire au Vietnam, que je connais un peu, vous connaissez aussi. Donc, il y a tant de choses à faire. La bonne solution pour développer et de façon équilibrée le pays, c'est pas de produire des t-shirts qui coûtent en eau, en terre, enfin, etc., etc. Je prends l'exemple des t-shirts. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde à la fois où il y a une prise de conscience qu'il faut arrêter avec ce type de mondialisation et à la fois, pour l'instant, les forces qui restent un petit peu, disons, un peu faibles. Voilà. Autre question, j'en ai quelques-unes, là, le temps court. On me demande quelle est la part du bluff dans les politiques extravagantes de M. Trump et la réalité des rapports de force. Est-ce que les États-Unis sont réellement en mesure de confiner la Chine? Oui et non, ce qui est une réponse pas très claire, mais s'ils veulent employer la force, ils peuvent employer la force. Effectivement, je vous disais le nombre de forces politiques, de forces militaires d'abord qu'il y a dans le système, c'est la première chose. Deuxièmement, technologiquement, certes, les Chinois sont en avance sur la 5G, sur la reconnaissance faciale, sur un certain nombre de domaines de l'électronique, mais en même temps, ils sont très dépendants des Américains et du Taïwanais sur les puces, par exemple. Ils n'arrivent pas pour l'instant à fournir les puces. Donc, effectivement, la Chine,
les Américains peuvent bloquer pendant quelques années la Chine, qui a du coup met le paquet terrible. Du coup, dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas dans combien de temps, je n'ai pas de boule de cristal, mais ils seront autonomes. Ils n'auront même plus besoin des États-Unis, ni de la Corée du Sud, ni de quoi que ce soit pour produire leur propre matériel électronique. Donc, au lieu de travailler à la coopération, on pousse justement à la confrontation. Donc, ça, c'est pas très bon. Mais on peut penser aussi qu'ils vont avoir la peau de Huawei, c'est-à-dire que entre l'absence de puces, l'absence de logiciels, Huawei va certainement être en stand-by pendant quelques mois, voire quelques années, même s'ils se sont reconvertis dans la production de voitures électriques. Mm-hmm. Que vous risquez de gagner. Donc oui, la Chine, dans un premier temps, les États-Unis ont la possibilité sinon de contenir, du moins de ralentir la croissance chinoise. Ça, c'est incontestable. Toute dernière question, j'imagine, 13h31. J'ai une question par rapport, dit la personne, au sujet, par rapport aux obligations américaines détenues par les Chinois. Oui. Alors, effectivement. Pouvez-vous nous donner des informations, les leviers de manœuvre, les impacts? Effectivement, je n'ai plus en tête les quantités, mais c'est énorme. La Chine est le deuxième acheteur d'obligations étrangers, d'obligations américaines, des fonds américains. Donc, c'est une somme colossale. Effectivement, les Chinois ont plusieurs fois menacé de les mettre sur le marché, ce qui ferait que le dollar s'effondrerait et il y aurait quand même des difficultés considérables pour les États-Unis. En même temps, c'est une arme à double tranchant, c'est une arme nucléaire, comme je dis, monétaire, que les Chinois, pour l'instant, n'ont jamais utilisé, n'utilisent pratiquement pas utilisé. De temps en temps, ils font ils sortent un peu, ils en achètent moins, ils en mettent un peu sur le marché, mais ils n'ont jamais liquidé complètement leurs avoirs en dollars, leurs avoirs américains en dollars, tout simplement parce que c'est tout simple. Si vous avez de l'épargne chez vous et que la monnaie dans laquelle vous avez votre épargne s'effondre, votre épargne s'effondre. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 100, vous n'avez plus que 20. Si vous n'avez plus que 20, ça vous attaque. C'est ce qui se passera pour la Chine. Si le dollar s'effondre trop, tout ce qu'ont les Chinois dans leur caisse en devises vont s'effondrer. Leur épargne, du coup, ne comptera pour rien du tout. Donc, ils se porteront un coup à eux-mêmes. Donc, ils utilisent ça disons avec parcimonie, même s'ils essaient d'en mettre en place pour contourner le dollar et pour sortir un peu de ce système de dépendance du dollar. Ils essaient de mettre en place des accords de pays à pays. On n'a pas parlé des rapports de la Chine et de la Russie, mais c'est vrai qu'ils se sont rapprochés alors qu'ils se détestent fondamentalement depuis la nuit des temps. Mais ils se sont quand même rapprochés, même beaucoup. Mais par exemple, il y a des accords de paiement entre les deux sans passer par le dollar. Mais donc, je pense que la Chine, pour l'instant, n'utilisera pas l'arme du dollar et de l'épargne en dollars. Et de toute façon, il y a le Japon derrière qui, pour l'instant, peut faire face et prendre le relais. Vraiment, dernière question du public. Pouvez-vous étayer sur le fait que les Africains ne profitent pas des investissements chinois en Afrique au travers d'exemples concrets? Et en quoi les actions des Chinois diffèrent-elles des actions des anciennes colonies européennes? Alors, deux choses. Sur les actions des Chinois en Afrique, il y a tout ce qui a servi à construire les infrastructures, c'est-à-dire les routes pouvant aller traverser le continent africain. Généralement, c'est les Chinois qui le font, y compris pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ça permet de transporter les minerais, ça permet de... Voilà. Donc ça, c'est incontestablement positif. De même que les Chinois se vantent, et je crois que semble tout à fait vrai, de construire des écoles, d'avoir toute une infrastructure qu'ils entraînent avec eux. Donc ça, c'est positif.
ce qui ne diffère pas de l'action au fond des Occidentaux et qui pose une série de problèmes, c'est que la plupart une grande partie des entreprises chinoises en Afrique travaillent avec une main-d'œuvre chinoise que l'entreprise chinoise fait venir. Donc, les répercussions pour la main-d'œuvre locale restent faibles. Deuxièmement, que comme ça se fait en accord avec les gouvernements, là, c'est pas c'est pas que de la photo chinoise, mais ça entraîne un mode de développement. C'est toujours la même chose. Ça entraîne un mode de développement tourné vers l'exportation. Or, les Africains ont besoin d'un mode de développement tourné vers leurs propres besoins, que ce soit dans le domaine agricole, où les Chinois jouent un grand rôle, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine de l'industrie. Donc, c'est en ce sens que c'est exactement la même chose. La deuxième différence, par contre, c'est que la Chine n'intervient pratiquement pas, mais non, pas fondamentalement sur les orientations des gouvernements, ne s'occupe pas des affaires intérieures. C'est pour l'instant tout à fait vrai. Je dis pour l'instant parce que je pense que c'est un principe vraiment qui est attaché aux Chinois. Ça les arrange bien parce qu'en plus, ils peuvent travailler avec des gouvernements corrompus puisque on ne sait pas, nous, on ne s'en occupe pas. Bon. Mais je pense que c'est vraiment sincère. C'est un des principes fondamentaux qui sont ceux de la Chine depuis 1949. Et donc, ça, c'est un élément positif, si je puis dire. Ils n'interviennent pas dans les affaires intérieures. Je dis jusqu'à présent parce que quand leurs investissements seront plus forts et peut-être un jour menacés, est-ce qu'ils resteront en dehors est-ce qu'ils continueront à dire on ne s'en occupe pas, c'est pas notre affaire, on n'intervient pas dans les affaires intérieures? Nous verrons bien, mais bon, ça reste à prouver, évidemment. Ça reste à prouver. Bon, eh bien, merci infiniment pour cette longue entrevue, extrêmement intéressante. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop longue dans mes interventions. Non, pas du tout. Pas du tout. À toi, Alessandra. Ah, Alessandra. Salut, oui, je suis là. J'étais en ce moment en train d'ouvrir le microphone, mais encore une fois, merci beaucoup à Guy Taillefer et à Martine Boulard d'avoir eu cette générosité de partager avec nous ces perspectives sur les conflits entre la Chine et les États-Unis. Ce fut vraiment une conversation très enrichissante. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de vous entendre. Donc, pour ceux et celles qui nous entendent aussi, je vous remercie d'être ici cet après-midi et je vous invite à participer aux autres rencontres. Donc, la prochaine, le 22 octobre, on cherchera à expliquer l'attrait des classes populaires pour la droite états-unienne. Puis, le 14 novembre, une dizaine de jours après les jours fatidiques, on proposera un bilan électoral et surtout une réflexion sur l'avenir des mouvements progressistes et de la gauche. En espérant qu'à ce moment-là, il soit possible de parler de l'après-Trump et peut-être l'après-Covid. On se croise les doigts. Vous trouverez... Ça, c'est pas sûr. Hein? On tient quand même l'espoir au moins d'une amélioration, on va dire. Mais oui, c'est vrai que les perspectives ne sont pas les meilleures. Donc, vous trouverez les programmes et les liens de connexion dans les médias sociaux et les sites Internet d'Alternatives et de nos partenaires. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, M. Taillefer. Merci. Merci, Alessandra. Merci à vous. Merci à vous.